qu'est-ce qu'on peut appeler maintenant le handicap par rapport à tout ce que vous avez exposé? Qu'est-ce qu'on peut appeler le dopage? En fait, en gros, est-ce qu'on ne va pas être obligé de redéfinir des termes en fait, qui nous paraissaient très clairs dans nos esprits et en fait, finalement, je ne sais plus où est la frontière? Je crois que c'est une excellente question et M. Courneuil a eu une diapositive, il pourrait peut-être revenir dessus aussi. Je crois qu'on peut partir d'une proposition simple, qui est que le handicap, c'est ce qui vous met à l'écart de la société. Par exemple, si vous prenez Pistorius, le fait d'avoir dû être amputé de ses 2 jambes le prive d'une capacité de marcher normale, et donc les prothèses dont il est équipé, quel que soit ensuite l'usage qu'il fait de ces prothèses, et là je vous parle des prothèses de jambes, je ne vous parle pas du pistolet avec lequel il a tué sa compagne, les prothèses de jambes lui permettent de revenir parmi le groupe, et ensuite il est un sportif de haut niveau, et ça lui permet de participer à différentes épreuves. Donc on a un handicap qui vous exclut de la société et on a un procédé de type prothétique, c'est vrai pour Pistorius, c'est vrai pour Kari Mulin avec ses jambes, etc., qui permet de revenir et de développer les talents d'un être humain. Pour moi, la diapositive que vous avez montrée où on a ce violoniste avec sa prothèse, ce n'est pas un procédé d'augmentation, c'est un procédé de prothèse qui permet aux handicapés de rejoindre le groupe. Donc on a quelqu'un qui avait perdu une fonction et on lui permet de rejoindre le groupe. Le dopage, c'est un procédé qui cherche à vous donner un avantage sur les autres. Tout le monde doit faire du vélo avec ses muscles, avec un certain entraînement et tout. Certains trouvent des méthodes d'entraînement qui vont leur permettre d'acquérir un avantage sur les autres. Alors, il ne faut pas non plus se leurrer sur le contexte. Ça peut être un shoot d'EPO, donc cette hormone qui permet d'augmenter le nombre de globules rouges, mais si on envoie les sportifs en altitude faire un stage juste avant l'épreuve, l'altitude fait sécréter de l'EPO endogène, c'est exactement la même chose. Et puis, on est dans un univers de contraintes parce que peut-être, eux, ils voudraient rouler à un certain rythme, sauf que le direct à la télévision, il est à 4 heures de l'après-midi, donc il faut que toutes les côtes avec les 200 km, ils les aient fait pour 4 heures de l'après-midi pour qu'il y ait le direct. Donc, on est dans cet environnement de contraintes, de perte de possibilité de l'individu et de tentative d'acquérir un avantage au-dessus de, entre guillemets, ce qu'est la normalité. Et effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit dans le reportage, les frontières entre dopage et normalité deviennent de plus en plus floues parce qu'une fois que des contraintes sociales ont imposé à un groupe un niveau de performance et que pour l'atteindre, c'est-à-dire finalement pour être normal, il faut être tous dopés, la question de savoir ce qui est amélioration et ce qui est simplement rester dans le groupe se pose. Oui, vous avez parfaitement raison. Simplement sur la question du violoniste qui m'intéresse particulièrement dans la présentation, c'est ce que vous disiez pour Pistorius. Le violoniste, c'est intéressant parce que c'est probablement l'un des meilleurs du monde aujourd'hui. Et le fait est, c'est que pour être un excellent violoniste, ce que je ne suis pas musicien, c'est simplement pardonnez-moi pour les violonistes et les musiciens, c'est en tout cas de l'entraînement, énormément d'entraînement en permanence, qui peut causer des tendinites. Si c'est que lui ne peut pas en avoir de tendinite, puisqu'il a une prothèse à la place. Et dès lors, est-il un violoniste ou n'est-il pas un violoniste ? Selon les violonistes, il l'est, mais il a un avantage concurrentiel vis-à-vis des autres, qui fait que lui, il peut s'entraîner beaucoup plus longtemps que les autres, sans avoir de problème, sans avoir besoin de reposer le bras pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours parfois. Et dès lors, il devient, pour quelqu'un qui aurait la volonté d'être l'un des meilleurs violonistes, peut-être la volonté d'avoir une prothèse à la place de son bras. Et le handicap dont vous parlez est effectivement devenu maintenant, c'est le cas avec Pistorius, même s'il n'a pas réussi encore, parce que aujourd'hui, la technique ou les prothèses ne sont peut-être pas suffisamment performantes. Elles le sont pour le violon, elles le sont pour l'art, elles le sont pour celui que je mentionne également, pour la perception des couleurs. Demain, il sera peut-être plus avantageux d'être une personne handicapée dans le sport ou dans l'art qu'aujourd'hui. Pour moi, la question, c'est une question artificielle, la question de la limite entre artificiel et naturel. L'être humain est artificiel
avant même d'être devenu être humain. Toute personne qui a plus de 50 ans ici dans la salle est totalement artificielle, puisque jamais, avant la création des civilisations, aucun être humain n'a atteint l'âge de 50 ans. Socrate a toujours refusé d'utiliser l'écrit parce qu'il considérait que c'était quelque chose de totalement artificiel qui s'éloignait de l'être humain, et quelque part il avait raison. Donc pour tout ça et pour les autres aspects, finalement, les limites qu'on se fixe, ce sont des limites entre ce qui est normal, donc dans la norme aujourd'hui, et anormal aujourd'hui. Par exemple, on a tous ici, je pense, tous des prothèses thermiques et à vocation esthétique qu'on appelle des vêtements, pas parce que c'est nécessaire biologiquement, mais simplement parce que ça fait partie des choses qui sont socialement devenues totalement obligatoires. Est-ce que je peux avoir 15 secondes pour la question de l'espérance de vie en bonne santé? Parce que je savais que ça viendrait, donc j'avais préparé deux slides. Donc je pense que la question de l'espérance de vie en bonne santé est extrêmement importante. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de statistiques fiables. Donc là, deux slides. La première, c'est l'espérance de vie au sens strict. Donc Belgique, Allemagne, Finlande et Suède. L'évolution pour les femmes entre 2002 et 2009. Et à exactement la même échelle, l'espérance de vie en bonne santé officielle, statistique Eurostat pour les mêmes pays. Et donc vous voyez que les variations, donc je peux vous dire que, habitant la Belgique, entre 2003 et 2004, il n'y a pas eu de guerre nucléaire ou de conflit entre flamands et francophones tellement fort que ça a fait dégringoler l'espérance de vie en bonne santé. Donc voilà, c'est un domaine extrêmement important, cette question-là, mais malheureusement, il n'y a pas de statistiques fiables. Et donc, quand vous dites, quand vous disiez l'espérance de vie en bonne santé diminue, on n'en sait rien, en fait. Il y a une étude large... Elle ne diminue pas, elle stagne. Ou elle stagne, mais on n'en sait rien. Pour ça, je veux dire, vous voyez, ici, je peux vous dire... J'ai pris les statistiques de la Caisse nationale d'assurance maladie. Mais c'est les mêmes que celles-là. Et donc là, vous voyez, par exemple, entre 2002 et 2004, une évolution claire vers le bas, mais qui correspond à toutes sortes de choses qu'on pourrait discuter longuement, mais qu'on n'a pas le temps de discuter. Et la deuxième chose que je voulais dire, donc tout le reste, je suis globalement d'accord avec beaucoup d'aspects, mais sur ce que vous dites sur l'espérance, le fait de gagner des années de vie ne va pas diminuer les coûts en matière de santé. Si, parce que alors vous avez un élargissement de la durée durant laquelle les soins de santé sont nécessaires, puisque vous vivez beaucoup plus longtemps, et vous partez de l'hypothèse que jamais, vous avez dit, vous êtes certain que vous ne vivrez jamais 1000 ans. Moi, je ne suis certain de rien. Et donc c'est d'ailleurs... Vous avez de la chance. Et donc, c'est d'ailleurs... Ça, c'est un domaine de la croyance. Ah non, oui, le fait d'être certain est du domaine de la croyance. Le fait d'être incertain est du domaine de l'interrogation scientifique. Non. Vous croyez en votre incertitude. Oui. Okay. Alors que je crois dans les faits. Peut-être qu'il y a d'autres questions. Sorry. Non, pas de problème. C'est évidemment intéressant. Mais il y a une autre question là. Bonjour. Vous avez parlé des gains de la longévité au niveau collectif, c'est-à-dire qu'au niveau de la société, une certaine plus pacifique, des gains ou pas économiques, on va dire, sauf que l'ensemble de ces éléments tiennent sur des éléments collectifs. C'est-à-dire que 1 plus 1 plus 1 plus 1, accédons au transhumanisme. Mais qu'est-ce qui, au niveau individuel, entraîne une volonté de vivre plus loin ? Parce que si moi je décide, on n'aura pas une société où on aura tous ensemble. Donc le gain social ne marche pas, le pacifisme ne marche pas. Donc quel est, pour vous aujourd'hui, pourquoi l'homme individuellement a-t-il envie de vivre plus loin ? On a à la fois éthique, philosophique. Oui, mais comment dire Le pourquoi, tout simplement, la vie humaine est ce que nous avons de plus précieux, et pour garder la vie humaine, on n'a pas trouvé d'autre solution que de prolonger la durée de vie. Et jusqu'ici, l'immense majorité de la population a toujours choisi, donc je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est des choix orientés. Je n'ai pas choisi de m'habiller ce matin, mais bon, et vous non plus. Et jusqu'ici, les citoyens,
lorsque ça s'est révélé possible, ont toujours choisi les améliorations en matière de santé, sauf une toute petite minorité de la population. Et il y a, encore une fois, dans ce domaine-là aussi, il y a des évolutions sociales. Il y a 50 ans, un siècle, si on avait demandé est-ce qu'il est souhaitable ou moralement souhaitable qu'un père autorise une transfusion à ses enfants, on aurait dit c'est une question de choix ou même ça n'est pas souhaitable. Et aujourd'hui, quand un témoin de Jéhovah refuse une transfusion à son enfant, c'est considéré comme un crime. Mais là, ça ne répond pas à votre question par rapport aux individus eux-mêmes. La plus forte, enfin, ce qui s'est passé jusqu'ici dans toute l'histoire de l'humanité a, à mon avis, toutes les chances de se poursuivre lorsque les citoyens se rendront compte, et ils s'en rendent compte déjà aujourd'hui, que c'est possible de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Ils considéreront que c'est souhaitable pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leur famille. Donc, pour moi, c'est clair, mais évidemment, l'avenir le dira. Et il y a toujours, hein, il pourra y avoir des amiches de la longévité. Hein. Aux États-Unis, il y a quelques centaines de milliers de personnes qui ont décidé d'éviter le progrès technique. Mais c'est intéressant, je vous conseille d'aller voir, par exemple, les informations sur les Amish. En fait, les Amish ne refusent pas les progrès techniques. Ils utilisent le cheval, qui est une pure utilisation, enfin, qui vient de l'Europe. Ils utilisent toutes sortes de progressions technologiques, mais juste avec un petit siècle ou deux de différence sur les citoyens ordinaires. Donc très très peu dans l'histoire de l'humanité, rien. Juste, on peut pas prendre le débat pour essayer de répondre à votre question, mais je vous suggère quand même de regarder le travail qu'a développé Michel Foucault sur la notion de biopouvoir. Et donc, encore une fois, ce n'est pas forcément un choix individuel des personnes de faire les choses. La notion de biopouvoir, c'est la notion de surveillance de l'individu sous toutes ses formes, y compris la surveillance biologique, avec tous les paramètres qu'aujourd'hui on est capable de faire. Ça commence avec l'auscultation de l'ANEC et ça arrive aujourd'hui avec le fait qu'on peut suivre en permanence 400 paramètres biologiques d'un individu avec des capteurs sur la peau ou avec des implants. Et ça amène dans une société où on est passé de l'ancien pouvoir du souverain, qui était de faire mourir ou de laisser vivre, à des sociétés aujourd'hui où les questions fondamentales sociétales sont celles de faire vivre, c'est toutes les questions qui tournent autour de la procréation et de l'encadrement de la procréation, ou de laisser mourir, c'est toutes les questions qui tournent autour de la fin de vie et de l'euthanasie. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement une question de choix individuel, et je crois qu'en Belgique, les questions autour de la fin de vie sont d'actualité également, y compris malheureusement dans certains cas de jeunes enfants. Est-il finalement du désir de reproduction? Parce que si finalement on vit pendant 1000 ans, on n'a plus raison de se reproduire. Encore une matinée de débat qu'il faudrait avoir. Il faudrait que vous invitiez des spécialistes de la reproduction. Je ne sais pas, je vous recommande, ça sera incessamment sous peu sur Internet aussi, dans la série 13 minutes, une petite séquence de Nelly Friedman, qui est la chef de service de la biologie de la reproduction à Clamart, où elle discute cette question, alors plus spécifiquement sur les femmes, jusqu'à quand on permet à une femme de pouvoir se reproduire, la vitrification des ovocytes, etc. La question fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite pour un homme, sauf l'andropause, au droit de se reproduire. Il y a des hommes de 70, 80 ans, si on prend Charlie Chaplin, qui ont fait des enfants. Il y en a une par rapport aux femmes, puisque la fertilité diminue de façon claire au-delà d'une trentaine d'années, ce qui pose toute la question. Et aujourd'hui, la procréation médicalement assistée est réservée à des femmes, on va dire, de moins de 43 ou 45 ans, parce que de toute façon, après, ça ne marche plus, enfin, quel que soit le nombre de tentatives qu'on fait. Là encore, des travaux dans les laboratoires, des travaux sur les mécanismes de production des ovocytes, la possibilité maintenant de vitrifier des ovocytes et de les décongeler, les connaissances meilleures sur les conditions dans lesquelles un œuf peut ou ne pas s'implanter, peuvent changer les choses si
nous sommes autorisés à faire des recherches dans ce domaine parce que jusqu'à une période récente, la loi française interdisait, enfin même encore aujourd'hui en France, ce qui est différent en Belgique, on n'a pas le droit de créer des embryons pour la recherche, donc on n'a pas le droit de tester des nouveaux milieux, on n'a pas le droit de faire des tests d'implantation. Donc du coup, on ne peut pas améliorer les techniques de procréation médicalement assistée. Du coup, on reste avec cette limite qui est finalement une limite décidée par la société qu'une femme peut procréer jusqu'à 43 ans et qu'après c'est terminé. Mais demain, si des nouveaux procédés biologiques permettaient, dans des conditions de sécurité sanitaire, de sécurité physique, de bonne santé pour la femme, de pouvoir faire des enfants à 50, 60, 70 ans, et que les gens vivaient beaucoup plus longtemps, pourquoi, là encore, mettre une barrière qui deviendrait artificielle à cette possibilité de procréer? Ouais, simplement, si je peux très succinctement compléter, vous avez raison sur ce point-là, mais c'est aussi en lien avec la question précédente. On l'a vu que l'humanité a toujours cherché de toute façon, à la fois dans les désirs, à la fois dans la réalité, de se reproduire. Bergson nomme ça l'élan vital, c'est-à-dire que c'est un processus qui est inconscient probablement et qu'on a toujours voulu chercher à progresser et à continuer. Vous savez, l'exemple on prend régulièrement, c'est celui de Paracelse, qui cherchait à reproduire les individus, et tous les matins, il mettait du sperme dans du coton chaud, dans une éprouvette, et il attendait que la vie se reproduise. Nous, on a en permanence cherché cette reproduction-là. Et simplement, il faut aussi mettre en perspective, vous avez cité Michel Foucault, avec le biopouvoir, on ne peut pas évidemment ignorer une partie très importante du contrepoids de Michel Foucault. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, il n'y a pouvoir que lorsqu'il y a résistance. Et qu'en fait, il n'y a pas de pouvoir sans résistance. Sinon, ça s'appelle la dictature. Et donc, dès lors, le choix individuel que vous notez, monsieur, est fondamental dans la résistance. Qu'est-ce que je veux faire face au biopouvoir? Et le biopouvoir, c'est je mange 5 fruits et légumes par jour, je dois marcher 20 minutes, je dois mettre un préservatif si j'ai des rapports sexuels, je dois me vacciner, etc. C'est ça le biopouvoir. Et tout ça, vous pouvez aller contre ça. Il reste le libre arbitre, ce que Leibniz a appelé, mais également Michel Foucault exactement, dans le même sens, en disant il existera toujours des notions de résistance, charge à nous de pousser ces choix individuels-là. Et cette volonté aussi de pousser cette reproduction permanente. Voilà, c'est juste une petite incise. Je vous laisse répondre, et puis on va basculer après sur Orange, qui va venir témoigner. Monsieur Sarda, merci beaucoup. Oui, il y a plusieurs aspects à votre question qui est une question fort importante. Un aspect, c'est évidemment la question technique. Donc, normalement, la prolongation de la longévité permettrait notamment d'avoir des enfants sans limitation. L'autre aspect, c'était un slide qui est là, mais qui a disparu maintenant, mais c'est clair qu'il y a une corrélation très forte entre la durée de vie et le nombre d'enfants. Et déjà actuellement, les femmes en moyenne ont vraiment beaucoup moins d'enfants que ce qui est biologiquement possible. Donc on est beaucoup plus proche de 0 enfant par femme que de ce qui est biologiquement possible. Et il y a une partie non négligeable de la population, enfin des femmes, qui n'ont pas d'enfants. Par exemple, ce qui concerne les femmes universitaires en Allemagne, je pense que c'est 20-25%. Donc, est-ce que si le jour vient, puisque moi je n'ai pas de certitude, j'insiste là-dessus, mais s'il y a un jour qui vient où on peut vivre sans limitation, et ça dépend notamment de nous, est-ce qu'après, les citoyens vont continuer à vouloir avoir des enfants? Moi, mon pronostic, c'est l'évolution jusqu'ici montre que non, mais savoir ce qu'il en sera. Et évidemment, à très long terme, à court terme, on peut se dire, en néerlandais, il y a un proverbe, uitstel is geen afstel. Remettre à plus tard, ce n'est pas supprimer quelque chose, et ça devient vrai dans la mesure où on peut avoir des enfants sans limitation. Donc c'est presque certain que si demain on invente une pilule pour pouvoir vivre sans limitation, les femmes auront moins d'enfants dans un premier temps. Mais après, on ne sait pas. Mais dire il y a un risque de surpopulation dans un siècle, donc les gens doivent mourir aujourd'hui, pour moi, ça c'est vraiment moralement inacceptable. Voilà. Sur le diagnostic de Huntington, comme les diagnostics de maladies graves, en fait, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement psychologique aussi. C'est certain. Et donc là, je ne sais pas, en tout cas, entre les États-Unis et la France, mais je pense qu'effectivement, dans les 16% seulement qui ont opté pour faire le test,
il n'y avait pas du tout d'accompagnement qui était prévu, et je pense qu'il y en aurait eu un, il y aurait certainement eu un pourcentage plus important. Sur 23andMe, de mémoire, la société n'est pas terminée du fait d'une mesure de la FDA. En fait, ils ont maintenu la société, seulement ils ont restreint énormément en fait, les informations qui communiquent, et donc en fait, ils sont axés maintenant sur des informations, on va dire, ludiques, si on peut appeler ça. Par exemple, sur des informations sur ses origines en termes de généalogie. Savoir voilà, que dans son ADN, on a potentiellement des personnes qui ont transmis un ADN de race noire ou de race indienne, etc. Ou des choses un peu rigolotes, par exemple sur le syndrome Hatchou, où en fait, quand on est exposé fortement à la lumière, on éternue. Et ça, c'est un gène. Voilà, ils ont maintenu en fait cette activité-là, et c'est plus pour, avoir des informations échangées avec sa famille, avec ses proches, que eux considèrent, on va dire, comme non médicales. Je ne suis pas sûr que ça a été leur plan de base. Non, ça c'est clair. Alors maintenant, est-ce qu'on peut considérer que la société est encore active? Très probablement. Ouais. Et en tout cas, que l'iPad, je le sens comme ça, ouais. Je ne sais pas. Mais pour ce que j'avais compris moi des problématiques éthiques, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas contre les diagnostics génétiques. En fait, on est contre quand il n'y a pas de solution, quand il n'y a pas de traitement. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a l'information et qu'en fait, il n'y a pas de solution. Ce que je disais, c'est pas exactement qu'on est contre ou pour le diagnostic génétique. D'ailleurs, j'ai essayé de pas du tout rentrer dans les considérations éthiques. Mon propos n'était pas celui-là. Mon propos était de dire qu'il n'y a pas de déterminisme génétique. Et à partir du moment où il n'y a pas de déterminisme génétique, c'est vachement difficile de faire un service. Parce que c'est exactement l'exemple que vous preniez, en fait. Je trouve d'ailleurs que la remarque est super pertinente. Dans le test d'Huntington, il faut un service d'accompagnement. Aujourd'hui, on ne sait pas faire ce service d'accompagnement. Donc, le diagnostic n'a pas d'intérêt. Demain, si jamais on fait un phénotype complet, on ne saura pas accompagner les gens, puisque on ne saura pas en fait à quoi ce phénotype prédispose. Il y aura quelques cas où on saura le faire, mais pour une écrasante majorité des cas, on ne saura pas le faire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile de faire un service là-dessus. C'est difficile de faire une promesse homogène. À moins justement de réduire vachement l'ambition. Et c'est ce qu'a fait 23andMe. Concrètement, Orange, c'est quoi la position sur le sujet? Vous voulez dire sur les tests génétiques? Nous, une des propositions de valeur qu'on fait, c'est de coordonner les soins. Donc nous, en fait, on fait des systèmes de coordination entre les différents acteurs. Sur ce sujet-là, nous, on considère qu'il n'y a pas le tissu nécessaire à coordonner des acteurs. Orange ne fait pas, en fait. C'est ça? Personne ne fait. C'est pas qu'Orange ne fait pas, c'est que personne ne fait. Où est-ce que vous faites votre test génétique? En Belgique. En Belgique, la société de DNA Vision avec Laurent Alexandre pour 1000 $. D'accord, vous l'avez. Vous avez votre test génétique. Non, mon point, c'est simplement sur Orange. C'est pas moi à titre personnel. C'est en fait pourquoi Orange le fait ou le fait pas, etc. Alors, sur quoi on travaille, c'est ça la question qui nous intéresse. L'interopérabilité entre les différents systèmes. Une fois que vous avez votre test ADN, si jamais vous n'êtes pas capable de le balancer dans un système d'information qui va permettre aux soignants de l'avoir dans leur outil de travail habituel, ça n'a pas trop de sens. Donc pour l'instant, on en est au stade où on travaille sur l'interopérabilité entre les différents systèmes. Et tant qu'on n'a pas cette interopérabilité-là, on aura des cheminées et on ne sera pas capable de faire un service bout en bout. Donc aujourd'hui, et encore une fois, ce n'est pas propre à Orange, la plupart des gens qui travaillent sur ces domaines-là travaillent plus sur comment est-ce qu'on met en œuvre l'interopérabilité sémantique ou technique pour faire en sorte que tous les acteurs puissent travailler ensemble, que quel est le service qu'on va livrer avec ça. On n'a pas ce niveau de maturité. Oui, donc merci pour tous ces éclairages. Je vais apporter juste un tout petit complément d'information très rapide sur 23andMe, puis peut-être pas s'éterniser là-dessus. C'est que vous pouvez toujours envoyer un kit et obtenir vos données brutes, et ensuite faire l'analyse avec tout un tas d'outils open source. Voilà. Donc vous pouvez obtenir les données brutes et faire l'analyse avec des outils open source qui sont accessibles, et beaucoup de gens le font en fait. Donc le marché n'est pas mort pour eux, et voilà. Autre point, donc vous l'avez, je crois, évoqué, c'est qu'effectivement, ce que fait 23andMe, c'est une analyse partielle de votre génome, et qui détermine, voilà, avec une probabilité, on va dire, beaucoup plus faible que si vous pouviez séquencer tout le génome, parce que maintenant les recherches sont sur les séquences régulatrices, et pas juste ces séquences codantes qu'on croyait tout dire, auxquelles on aurait aimé qu'elles disent tout. Autre point, c'est qu'on se rend compte que voilà, on a tendance à modéliser un peu l'être humain comme on crée nos machines à nous,
de façon assez, disons, en mettant bout à bout des petites briques et des briques un peu isolées, sans voir l'écosystème dans sa globalité. On n'est pas des individus uniques, mais un écosystème de bactéries, de micro-organismes, dont on dit qu'il y en a 10 fois plus que de cellules dans l'organisme. Et on a du mal à modéliser tout ça. Alors forcément, quand on cherche une solution, on fait un peu comme le problème des clés qu'on a perdues dans le noir. On cherche sous le lampadaire parce qu'on sait ce qu'il y a dessous. Mais tout ce qu'on ne connaît pas, on a tendance à l'écarter parce qu'on ne sait pas comment l'appréhender. Et notamment pour le facteur déterministe ou pas du génome, on commence à dire que ce serait plutôt dans une proportion de 5 à 50%. Après, on sait que vient se greffer là-dessus tout ce qui est phénomène épigénétique, dont on connaît très peu de choses, et aussi donc les interactions avec donc, tout ce microbiome de micro-organismes dont des gens font comme Tissue Enemy, c'est-à-dire que vous pouvez aussi envoyer des échantillons de votre salive ou d'autres parties de votre corps pour avoir une idée de l'écosystème qui vous habite. Et maintenant, le lien est fait même avec les comportements, puisque en introduisant un microbiome différent, enfin, on a fait des expériences sur des souris, mais il y a des expériences aussi sur les humains, où en prenant un extrait de l'écosystème microbien d'une souris et en l'implantant chez une autre souris, on observe le comportement chez la deuxième qui était observé chez la première auparavant. Donc voilà, cette systémique qu'on a tendance à oublier, alors, et plutôt à se dire, ben voilà, je prends une pièce et je l'interchange, comme par exemple avec le pancréas ou autre, en oubliant les interactions globales de... Donc, je suis assez d'accord avec vous sur la surpromesse, et il y a encore du boulot. Aujourd'hui, de l'autre côté de l'Atlantique, on a Google et Microsoft qui financent à 100% quasiment toute la partie transhumanisme, singularité, université. Est-ce qu'il y a une place pour une société comme Orange en Europe de financer de tels éléments? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent en Europe, mais c'est peu dit. Tout se fait aux États-Unis parce que c'est énormément financé, comme on va dire un peu souvent, quand même d'habitude. Donc aujourd'hui, je voulais savoir la place d'Orange, qui est à mon avis une des sociétés qui pourrait, qui soutient l'innovation, qui est très forte, qui est puissante, qui est riche aussi, qui pourrait s'investir un peu plus dans des associations ou des programmes autour de cette thématique. Ouais, aux US, il y a un troisième nom qu'il faut prononcer, je pense, c'est la DARPA. Parce que tous les mecs qui travaillent chez Google, etc., viennent de la DARPA. Donc je pense que le programme militaire américain a quand même considérablement fabriqué les cerveaux qui aujourd'hui, chez Microsoft, chez Google, chez Apple, travaillent sur ce sujet-là. Je ne suis pas sûr qu'on ait un programme équivalent en Europe. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question, en fait. Si la question, c'est est-ce qu'on investit dans la R&D ? Orange a décidé d'investir pour qu'il y ait un équivalent européen de la transhumanité ? Sur la Singularity University, les questions du transhumanisme et ces questions. Parce qu'elle travaille sur les médias, et forcément, après, il y a toute l'économie, et derrière, ça va être une question économique. Il va y avoir aussi toutes les questions éthiques qui aura la alors, sur la singularité, est-ce qu'on finance l'école de la singularité ? Non. À ma connaissance, je ne sais pas. C'est est-ce que simplement vous avez des projets dans lesquels Orange investit, comme Google investit, comme d'autres investissent ? Ben, la réponse, ça se ramène à ce qu'on fait de la R&D, donc la réponse est plutôt oui. Je ne suis pas sûr de comprendre vraiment votre question, parce que si c'est spécifique à la singularité, non, on n'a pas des chercheurs qui travaillent sur la singularité au sein d'Orange. C'est quand même très très loin de nos bases. Nous, on a un opérateur en télécom. Donc les gens chez nous, ils travaillent plutôt sur quel est le prochain algorithme de Viterbi que sur comment est-ce qu'on va faire un être humain plus fort, plus moral, plus vieux, etc. Maintenant, tout n'est pas noir ou blanc. Il y a évidemment des zones où ça se retrouve. Quand on parle par exemple de ces histoires de pancréas artificiel, on a des gens qui travaillent sur exactement ce que vous disiez, le lien avec tout l'écosystème qu'il y a autour du pancréas, et qui font qu'à la fin, on a une approche un peu holistique du sujet, qui n'est pas réduite à quel chipset on va mettre pour commenter la pompe.
Et à mon avis, ça participe de la même logique que la transhumanité ou que la singularité. C'est-à-dire qu'on est acteur finalement de ces révolutions scientifiques qui sont le fondement de cette pensée il y a une accélération et on va atteindre un point de connaissance critique, etc. etc. Mais il n'y a pas spécifiquement des gens dont la mission c'est de travailler sur quels vont être les premiers services de singularité ou les premiers services de transhumanité. Je suis clair ? On finance en permanence un écosystème. Ça fait partie de notre mission de grand groupe. Hier, par exemple, on a encore recruté 7 startups, choisi 7 startups parmi un grand nombre de startups, une centaine de startups, pour les amener dans un programme d'accélération. Et certaines d'entre elles travaillent dans la santé d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais partie prenante. Donc typiquement sur ce batch de startups, on n'en avait pas qui étaient directement reliés à la transhumanité, mais si jamais une startup vient nous voir d'ici 6 mois et nous dit j'ai une idée sur la transhumanité et voilà comment je vais améliorer l'être humain, notre mission c'est aussi d'accompagner ces gens-là. Bien, merci beaucoup de votre intervention et merci à tous d'être venus.